Bonjour, je me présente, je suis Cédric Hardy, je suis le délégué général de CultureCo, Réseau national pour la culture dans les départements. On est sur un webinaire qui est coordonné par notre organisation, par CultureCo, dans le cadre du LUCAS. Le LUCAS, c'est le laboratoire d'usage culture, art, société. Et on monte ce webinaire en partenariat avec une collectivité avec laquelle on a travaillé ces derniers mois, c'est la communauté de communes du Mont des Avaloirs, qui est représentée ici par Clémence Hay, le responsable du service culturel. Et on organise ce webinaire dans le cadre d'une recherche-action qu'on est en train de finaliser avec la communauté de communes qui vise à mettre à jour son projet culturel de territoire. L'autre élément, comme d'habitude, on est sur un temps de rencontre nationale et on a une très belle fréquentation d'ailleurs pour ce webinaire. On travaille aujourd'hui à partir des thématiques identifiées dans le cadre de nos travaux avec la communauté de communes du Mont des Avaloirs, donc la question de la coproduction de l'action culturelle avec les acteurs et les habitants. C'est un webinaire qui s'adresse à tous les acteurs de ce territoire, mais aussi aux autres communautés Lucas. Donc, on va se retrouver avec d'autres personnes qu'on voit par ailleurs quasiment quotidiennement. Et aussi, c'est un webinaire ouvert aux partenaires de CultureCo et à ses adhérents. Voilà, donc on est bien sur un temps d'inspiration et d'échange de pratiques. Voilà pour ces quelques éléments du coup d'introduction. Passons au contexte. Donc, on est dans la communauté de communes du Mont des Avaloirs. La communauté de communes du Mont des Avaloirs, c'est une intercommunalité située au nord de la Mayenne, du département de la Mayenne. Alors, le département de la Mayenne, c'est un département qui se distingue, puisqu'il mène depuis près de 30 ans environ une politique active de coopération avec les intercommunalités de son territoire. L'action volontariste du département, elle a permis de structurer la politique culturelle des 9 intercommunalités mayennaises. Et en Mayenne, chaque intercommunalité est dotée depuis un bout de temps d'un réseau de lecture publique, d'une offre d'enseignement artistique et d'une saison culturelle, sans compter les nombreuses actions d'EAC, d'éducation artistique et culturelle, menées notamment et surtout auprès des publics scolaires. Alors cette situation, c'est bien celle qu'on a pu observer dans la communauté de communes du Mont des Avaloirs, qui est présentée, je le disais ici, par Clémence. Malgré cette offre de diffusion riche, structurée, de longue date, on observe néanmoins sur ce territoire une forme de déconnexion, mais le mot est peut-être un peu fort pour le coup, mais on le retiendra pour ce moment-là, une forme de déconnexion entre l'action culturelle communautaire et les pratiques artistiques et culturelles des habitants d'un côté, mais aussi celles de certains acteurs culturels locaux, et on évoque notamment ici la question des acteurs de l'urbanisme culturel. Alors, bien entendu, cette situation, elle n'est pas propre au Mont des Avaloirs, comme elle ne concerne pas non plus uniquement le département de la Mayenne, mais elle nous amène à nous poser à minima 2 questions. La première, comment peut-on mieux valoriser, mieux intégrer les ressources locales dans la politique culturelle d'une collectivité, et a fortiori à l'échelle d'une intercommunalité? Je pense que la question départementale serait un peu différente. Et comment peut-on impulser un processus de coproduction de l'action culturelle avec les habitants et les acteurs d'un territoire? Alors cet enjeu, il résonne particulièrement avec un autre territoire, avec l'action déployée d'ailleurs par ce territoire qui s'appelle Loire-Forêt Agglomération. C'est une intercommunalité qui est située dans le département de la Loire, non loin de Saint-Étienne, même si Saint-Étienne n'est pas le chef-lieu de ce département de Loire, évidemment, puisque c'est Montbrison, qui vient juste de voter son projet culturel de territoire. Je pense, du coup, que nous avons ici le plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 professionnels du service culturel qui, aux côtés des élus de l'agglo, ont piloté un cheminement bien spécifique sur ce territoire de Loire-Forêt Agglomération. Catherine Angénieux, directrice du réseau culturel, et Amandine Weber, coordinatrice de l'action culturelle à Loire-Forêt. Alors, on va le voir ensemble. Catherine et Amandine, elles vont nous présenter le cheminement de leur collectivité depuis la fusion des intercommunalités qui la précèdent en 2017, puisque LFA est issue de la fusion de 4 intercommunalités, jusqu'à la mise en place d'un projet culturel de territoire centré sur les droits culturels des habitants en 2023. Alors, petite mention à cet endroit-là, il ne s'agit absolument pas d'opposer ni de comparer 2 intercommunalités qui sont radicalement différentes, ne serait-ce que par la structure de leur population. On a d'un côté une petite intercommunalité très rurale, d'environ 16 000 habitants, et de l'autre une agglo de près de 112 000 habitants, néanmoins fortement rurale. Là, il s'agit aujourd'hui de découvrir comment une collectivité a réussi à transformer ses dispositifs culturels en mettant notamment l'accent sur la coproduction avec les acteurs, avec les habitants. Et c'est ce qu'on va essayer de voir du coup dans une première séquence qui va s'ouvrir dans les prochaines minutes. On restera du coup sur une première séquence de 20 minutes qui sera suivie d'un temps d'échange d'1 quart d'heure avec vous, participants. Et à ce titre-là, je vous invite vraiment à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Et ensuite, on abordera des études de cas concrets qui illustrent la manière dont cette démarche a pu impacter d'autres politiques publiques, en agissant par exemple sur la revitalisation des centres-bourgs ou bien même sur la question du grand âge.
et on aura à nouveau un autre temps d'échange et on finira par une séquence où on rendra la parole à Clémence Hay, responsable culture du Mont des Avalois. Alors sans plus attendre, je vais laisser la parole à Catherine Angenieux et à Amandine Weber pour une première question qui introduira cette première séquence. Catherine, Amandine, de quelle manière avez-vous pu favoriser le déploiement d'une action publique, on va dire, moins froide, plus en phase avec les acteurs locaux, mais aussi plus coopératif? Quel a été votre cheminement? Bienvenue Catherine, bienvenue Amandine, je vous laisse la parole. Bonjour. Merci Cédric, bonjour à tous. Alors dans un premier temps, moi j'aurais souhaité simplement revenir sur le contexte de Loire-Forêt Agglomération en quelques chiffres, en quelques mots. Effectivement, tu l'as dit Cédric, c'est une commune qui est située dans le département de la Loire. Le chef-lieu est Montbrison, une commune de 15 000 habitants. L'agglomération fait 112 000 habitants à peu près, 87 communes depuis 2017. Sur ce territoire étendu, finalement, Loire-Forêt, en s'étendant, s'est ruralisée. C'est-à-dire qu'on a récupéré, vous le voyez, hein, ces 112 000 habitants qui sont répartis sur 87 communes, on a récupéré finalement 2 villes-centres uniquement, chacune de 15 000 habitants. Donc, on a une typologie de territoire à la fois très rurale et très périurbaine, puisque d'un côté, on jouxte le Puy-de-Dôme et de l'autre côté, on jouxte Saint-Étienne métropole. Voilà, donc une diversité sur cette agglomération XXL qu'on traverse en 1h30, une diversité à la fois sociologique, de paysage, avec laquelle il a fallu composer, et je dirais que c'est notre point de départ. En tous les cas, le récit que je vais vous faire finalement de cette formalisation, il s'étale de 2017 à 2023, juin 2023, puisque c'est le moment où le conseil communautaire valide le projet culturel de territoire. Ce que vous avez sous les yeux, c'est l'intervention culturelle communautaire, donc une vision finalement très formelle de la manière dont les choses se passent en matière culturelle sur notre territoire, avec de manière plutôt bien répartie finalement des équipements communautaires qui sont situés au nord, au centre et au sud. Alors c'est le hasard qui veut ça, puisque finalement on a hérité ces équipements-là en 2017, on ne les a pas choisis. La commande politique était de ne pas les retransférer aux municipalités. D'ailleurs, certains d'entre eux n'avaient jamais été municipaux, mais toujours communautaires. Et puis les points en jaune, ces espèces de ronds comme ça que vous avez, c'est les zones d'influence de notre CTEAC, Convention territoriale d'éducation aux arts et à la culture. Et on va le voir, cette CTEAC a joué un rôle primordial dans la prise en compte justement des droits culturels sur notre territoire. Quand on fusionne, la CTEAC, elle ne concerne que 2 territoires très ruraux. Peut-être que tu peux les montrer, Amandine. Non, juste revenir sur le nord du territoire et sur le sud. Au moment de la fusion, avec la DRAC, on décide d'élargir ce périmètre d'action à d'autres zones moins rurales, un peu plus urbaines, et au quartier Beauregard, qui est situé à Montbrison et qui est le seul quartier classé politique de la ville sur notre agglomération. Donc, on se retrouve avec des terrains d'expérimentation à la fois très ruraux et à la fois plutôt urbains, avec des problématiques de villes moyennes, mais voilà, de quartiers très urbains. La slide suivante, je voulais vous montrer finalement ce à quoi on aboutit aujourd'hui. Donc, vous avez vu la carte très formelle de notre intervention culturelle communautaire, et puis cette carte du paysage culturel de Loire-Forêt, qu'on a fait faire à l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, dont on reparlera tout à l'heure. On l'a fait faire au printemps dernier. L'idée étant de créer une carte sensible du rapport des habitants à leur paysage culturel. On est allé tout au long de la démarche, Amandine vous en parlera tout à l'heure, poser la question à nos habitants, qu'est-ce qui fait culture pour vous? Et on a confié tout ça à la NPU pour qu'elle nous livre une version sensible de notre paysage culturel. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien, si tu peux revenir Amandine sur la slide suivante, c'est bien ces 2 approches, c'est-à-dire l'approche très formelle de la carte précédente, et puis ce que dit
les habitants, ce que disent les habitants de notre paysage culturel qui est livré donc sur la carte suivante. Cette carte-là, elle est annexée au projet culturel de territoire. Ça nous semblait important, en tous les cas, d'avoir cette approche sensible et subjective de notre paysage culturel. Alors, comment on en arrive finalement à cette carte qui n'est pas un aboutissement, mais qui quand même nous donne à voir finalement comment on a pris en compte les habitudes des habitants. Cédric, tu faisais référence au Mont des Avaloirs où on a le sentiment que les habitants finalement, ou en tous les cas les politiques culturelles sont éloignées des pratiques des habitants. C'est bien ce qu'on a cherché finalement dans toutes nos démarches à reconnecter, comment on reconnecte des habitants ou surtout comment on reconnecte une collectivité qui vient en plus de se créer à ses habitants. Alors, depuis 2017, au moment de la fusion, il y a d'abord eu finalement une intuition à la fois politique et à la fois technique. Précédemment, sur l'une des Comcom avec laquelle on a fusionné, il y avait une habitude d'aller solliciter les habitants, de créer avec les habitants. Il y avait un cadre même qui s'était formalisé de création participative. Sur les autres Comcom, on était plutôt dans une logique d'aménagement du territoire par des équipements culturels. Donc, on construisait encore des médiathèques, on avait des beaux équipements comme ça qui étaient plutôt bien répartis sur les Comcom. Quand on a fusionné, on s'est nourri finalement de l'expérience qui avait été faite sur l'une des plus petites Comcom, qui, elle, était dépourvue en fait d'équipement, mais qui très vite avait compris que finalement, aller se reconnecter avec les habitants, c'était peut-être ça qui faisait culture. Avec cette expérience-là, on a hérité aussi d'une ingénierie qui commençait à se construire autour des droits culturels. Ça n'était pas formalisé de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas encore de droits culturels de manière aussi claire, mais il y avait en tout cas ce terreau finalement qui était extrêmement présent. Et on nous a donné pour consigne de poursuivre, de regarder, d'observer. C'est-à-dire que la commande politique était de faire avec ça, de composer finalement. Et puis surtout, en 2017, au moment de la fusion, l'exécutif avait du mal à se positionner sur ce grand territoire finalement. Et on nous a demandé tout simplement de venir renseigner ce qui faisait l'identité ou les identités de ce territoire. On s'est saisi de ça en se disant, finalement, regardons comment les gens vivent sur cette agglomération qui est très diverse. Et notre cadre, ça va être l'éducation aux arts et à la culture. Dans une approche extrêmement ouverte, c'est-à-dire qu'on a très vite enclenché via la CTEAC des actions sur cette thématique-là qui a été notre fil rouge. Qu'est-ce que c'est que ce territoire-là? Qu'est-ce que ça veut dire que vivre et d'habiter sur le territoire? Et on a commencé, donc là on arrive sur les phases d'expérimentation. On a commencé à regarder finalement tout ce qui faisait le quotidien des habitants. Se déplacer, vivre dans un habitat en maison individuelle ou pas, vivre en centre-bourg ou à la campagne, dans un centre-bourg, etc. Considérant que finalement, c'était aussi ça qui faisait probablement culture. Donc, on est parti vraiment de ça avec les moyens qu'on avait à ce moment-là, avec la curiosité, une curiosité politique, une forme, je dirais, de savoir, de laisser faire à ce moment-là. Avec une commande qui était très claire, c'était expérimenter et on verra bien ce qu'on en fait. Finalement, on était dans un moment un peu de flottement. Dans un moment de flottement parce que l'exécutif qui venait de se créer, il était issu de l'addition des exécutifs des autres Comcom. Donc, les élus ne s'étaient pas choisis, ils n'avaient pas encore réellement de projet, si ce n'est de structurer cette agglomération. Et nous, on savait que le temps était compté et que si on souhaitait avancer, il fallait qu'on se saisisse de ce moment-là, finalement, où les expérimentations étaient encore possibles.
Expérimentation qu'on a conduite de 2018 à 2021 en choisissant nos terrains d'action, c'est-à-dire qu'on est allé là où ça nous semblait être le plus simple, là où on avait des alliés quelque part. Donc la Comcom à laquelle je faisais référence précédemment, qui avait déjà été un terrain où les droits culturels s'étaient un peu mis en œuvre, où voilà, on avait commencé à en parler et à expérimenter, eh bien, on est allé sur ce terrain-là. Et puis, par cercle, comme ça, on a élargi finalement, on a élargi un peu les cercles hein, jusqu'à aller vers d'autres terrains et surtout à créer des habitudes. C'est-à-dire qu'on a petit à petit donné l'habitude d'intervenir différemment, en ayant comme seul cadre finalement que la co-construction avec les habitants. En parallèle, on s'est formé. Quand je dis on, c'est à la fois les équipes techniques, mais de manière quand même assez importante, hein, c'est-à-dire que assez massivement, on s'est formé au droit culturel, on y a porté intérêt. Et on a commencé avec notre élu à la culture euh, à, à regarder un peu le vocabulaire qu'on pouvait utiliser. C'est-à-dire que si on a choisi le vocabulaire, c'est parce qu'on savait qu'en parlant de droit culturel de manière frontale, probablement que qu'on ne serait pas entendu ou mal comprise. Donc, on a commencé simplement à dire, mais finalement, regardons ce qui fait culture pour chacun des habitants. C'est avec ce langage-là qu'on a commencé à parler des droits culturels, finalement. D'un point de vue institutionnel, c'est aussi l'époque où notre CTEAC, notre contrat territoire lecture, arrivait à échéance. C'est aussi le moment où la DRAC commençait à nous dire que le degré de maturité de notre agglomération était suffisamment, en tout cas, qu'on était suffisamment prêt. Euh, j'ai vu la question, on la reprend tout à l'heure. Oui. Oui, oui, Que notre territoire était suffisamment prêt pour qu'on passe finalement un autre cap ou une autre marche, parce qu'on le voit bien, ça a été vraiment une démarche un peu en escalier, où on n'avait pas un plan d'action précis dès le départ. Aujourd'hui, on s'en fait le récit, mais finalement, encore une fois, on a suivi une ligne, mais qui était quand même malgré tout assez fragile au fond. Donc, à ce moment-là, la CTEAC, le CTL, les échéances arrivaient et la DRAC nous a fait savoir qu'elle souhaitait nous accompagner dans l'élaboration d'un projet culturel de territoire. Donc, une démarche beaucoup plus large. Et c'est à ce moment-là, finalement, que notre élu a indiqué dans son plan de mandat en 2020 qu'elle souhaitait inscrire, d'une part, le projet culturel de territoire comme un objectif prioritaire dans le cadre de son plan de mandat et qu'elle souhaitait construire les politiques culturelles à partir de ce qui fait culture pour chaque habitant de l'agglomération. À ce moment-là, encore une fois, en 2020, on ne parlait pas de droit culturel. On a cherché à se faire accompagner pour non pas écrire le projet culturel de territoire, mais plutôt mettre au travail notre relation justement de manière plus formelle au territoire. On voyait bien que cette intuition, que les expérimentations nous ouvraient plein de pistes, mais on avait besoin de passer un cap sur de la méthodologie plus active aussi et sur quelque chose de plus calé, mais qui allait tout au long de la démarche prendre en compte le sensible, encore une fois, et puis qu'on allait, nous, notre intention, c'était tout au long de l'accompagnement de se former également, de continuer à se former. C'est comme ça qu'on a fait appel au Lucas, juste en 2022. Et de 2022 à 2023, le Lucas nous a accompagnés sur cette formalisation, sur la méthodologie participative et sur la co-construction du projet culturel de territoire. Et là, j'ai envie de dire, à ce moment-là, pendant un an, on a dégagé très clairement une volonté politique qui a été partagée avec l'exécutif de Loire-Forêt. Et on a pu utiliser le champ lexical des droits culturels
notamment. Voilà, donc on est allé chercher aussi la validation politique à ce moment-là, parce que on sentait que le bureau communautaire y était prêt. Euh, et en faisant ça, on a aussi, encore une fois, élargi les cercles intéressés par les droits culturels et la coproduction. Et puis, on a consolidé finalement les terrains qui étaient déjà en place et qui n'attendaient finalement que la formalisation dans un cadre plus large. On peut du coup peut-être passer à l'autre slide, Amandine. Donc pour nous maintenant, le projet culturel du territoire, c'est notre cadre, c'est notre feuille de route finalement pour les 5 prochaines années, euh, qui nous, j'ai envie de dire, libère, mais c'est pas la question d'être libéré, c'est plutôt, à présent, on a les coups des franches, j'ai envie de dire, pour continuer à mettre au travail les droits culturels, et surtout pour avoir ce positionnement finalement de facilitateur. Il nous semble que l'agglomération est l'acteur clé de la transsectorialité. Ce que disent les expérimentations qu'on a pu mener dans le cadre de l'urbanisme culturel, notamment de l'environnement, etc., c'est que l'agglomération a ce bon positionnement pour aller mettre au travail la culture et les politiques publiques et les compétences que gère l'agglomération. On est vraiment dans ce positionnement-là aujourd'hui, c'est-à-dire que le territoire a des défis à relever, défis démocratiques, défis environnementaux, etc. Et si les habitants ne sont pas parfaitement impliqués, si ils n'ont pas finalement ce pouvoir de décider, de choisir et d'agir, eh bien, ces transitions et les défis territoriaux, très probablement, ne pourront pas être relevés. Et finalement, on s'est inspiré de ce que dit Luc Carton. Il dit que les transitions, ou en tous les cas qu'il faut regarder l'aspect culturel des transitions. Et accompagner les transitions, c'est porter attention à ces caps culturels finalement qu'on doit probablement passer. C'est dans ce sens-là qu'on a construit notre projet culturel de territoire. Ça nécessite du coup, par ailleurs, une vraie transformation de nos modes de fonctionnement, que ce soit dans nos équipements, mais en dehors aussi de nos équipements, et puis des compétences finalement qu'on attend des agents culturels. Et j'en viens du coup peut-être aux axes qu'on développe dans le projet culturel de territoire qui vous donneront probablement une idée de la manière dont on souhaite coproduire, alors co-construire ou coproduire l'action culturelle. Le premier axe, il s'agit de garantir l'équité territoriale sur, encore une fois, ce périmètre assez large. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le deuxième axe, on est sur l'accompagnement de la participation active des habitants à la vie culturelle du territoire. C'est un axe qu'on a mis pas mal de temps à formuler de cette manière-là. Et alors, il y a 3 volets sous cet axe-là. Il y a à la fois la pratique artistique amateur et comment on crée du dialogue entre pratique professionnelle et pratique amateur. Il y a l'engagement bénévole, puisque on a très peu sur notre agglomération d'agents culturels. On a essentiellement des bénévoles qui font vivre la culture sous toutes ses formes. Et puis, on a le 3e volet, donc des droits culturels et de l'expression de ce qui fait culture pour chacun. Sur l'axe 3, accompagner les transitions du territoire, ça paraît tarte à la crème maintenant d'écrire comme ça, mais c'est quand même, comment dire, un moment clé dans la vie de notre collectivité en tous les cas. Considérer que la culture peut être le support finalement des autres politiques publiques et qu'elle peut accompagner les transformations territoriales, pas seulement l'aménagement, mais réellement les transformations territoriales dans leur volet culturel. Ça a un sens extrêmement fort sur notre territoire et ça légitime aussi nos demandes d'intervention auprès des autres collègues d'autres directions. Je pense notamment à l'urbanisme et à la planification, notamment dans le cadre du PLUI, où enfin on va pouvoir travailler avec les collègues du PLUI. L'axe 4, permettre l'expérimentation et soutenir la création artistique. Bon, ça, c'est quelque chose dont on a plutôt l'habitude, mais on se rend compte qu'on a de plus en plus de demandes de collectifs artistiques
qui veulent venir travailler en milieu rural parce que justement, ils ont envie de nourrir leur création d'un quotidien et avec les habitants. Alors, c'est peut-être simplement, on peut se dire qu'on peut être sur une nouvelle phase finalement de forme théâtrale et que dans 10 ans, on en aura fait le tour. En tous les cas, pour nous, c'est important d'accompagner ce mouvement-là. Et puis l'axe 5, c'est moderniser et transformer les équipements culturels, mais sous l'angle de l'accès, c'est-à-dire comment rendre nos équipements accessibles, même quand il n'y a pas d'agent culturel, aux habitants, c'est-à-dire comment les habitants finalement peuvent se réapproprier l'espace public, mais aussi nos équipements culturels. Voilà, comment on les rend plus accessibles. Voilà les 5 axes du PCT et je crois que c'est j'ai peut-être utilisé tout le temps, non, Cédric, je vois que… Je pense que Catherine, ça ne peut pas être plus parfait parce que ça fait exactement 20 minutes et 10 secondes. Donc, merci pour ce respect du timing. Du coup, on va te laisser respirer un petit peu. J'utilise le tutoiement parce qu'on se connaît un petit peu avec Catherine, vu qu'on a travaillé ensemble, vous l'avez compris, dans le cadre de ces derniers mois. Donc, plusieurs questions. La première, enfin, il n'y a pas d'ordre, mais j'essaie de le structurer comme ça. Une question sur la CTEAC. Pourriez-vous définir un peu plus ce qu'est la CTEAC? Parce que c'est plutôt quelque chose de féminin. Et comment cela avait été mis en place à la base? Merci beaucoup. Donc, un peu cette genèse du passage de la CTEAC au PCT, peut-être revenir dessus, éclaircir ça. La deuxième question porte, on va dire, sur la formation, notamment la question de la formation des élus. Et la question, c'était la formation sur la question des droits culturels concerne-t-elle aussi les élus? Moi, je l'élargirais davantage, hein, peut-être cette question, Catherine, du coup, c'est quel type de formation a été nécessaire pour les équipes du service culture, de LFA, mais aussi les élus pour mettre en place cette démarche, peut-être, je me permets. Et la dernière question, c'est sur la question des habitants. Pourriez-vous détailler un peu la manière dont vous avez recueilli la parole des habitants? Voilà. Et comment travaillez-vous avec les acteurs culturels? Donc voilà, 3 étages. La CTEAC fait un petit focus, la question de la formation, et notamment celle des élus sur les droits culturels. Et après, c'est la question plus du travail fin, le recueil de la parole des habitants et le travail avec les acteurs locaux. Alors, peut-être que sur le recueil fin des habitants, moi, je verrais bien la réponse à la fin de la deuxième séquence, puisque ce que va dire Amandine, là, dans les 20 prochaines minutes, ça va peut-être alimenter, éclaircir un peu les choses. Amandine, si tu veux bien, on peut répondre ensemble aux questions. Alors, sur la CTEAC, en tous les cas, la genèse, à l'échéance de un an avant l'échéance de notre CTEAC, on s'est mis d'accord avec nos partenaires institutionnels pour inscrire dans notre CTEAC l'élaboration du projet culturel de territoire sous l'angle justement de la prise en compte de l'habitant et du travail avec l'habitant. Donc, on s'est mis d'accord sur la méthodologie pour arriver vers le projet culturel de territoire dans le cadre de notre CTEAC et on a été financé à ce titre-là. Alors, je ne sais pas si c'était ça, cette question-là. Peut-être que la personne peut préciser un peu les choses. Allez, prenez la parole si vous le souhaitez. Alors, c'était monsieur, madame Messier, je sais pas. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait, Oui. allez-y. Bienvenue. Oui. Alors en fait, récemment sur une autre intervention, dans un autre territoire, j'ai pas mal entendu parler, alors excusez-moi, donc c'était CTEAC et pas CTAC et je me questionnais même sur l'origine de ce dispositif-là. C'est-à-dire avant même de penser la transition avec le PCT, le CTEAC, est-ce que c'est un entre guillemets «comme un contrat», un partenariat qui est passé entre, votre, communauté de communes et le département? Est-ce que c'est quelque chose de tripartite, avec, l'État? Voilà, plus revenir, peut-être quelques années en arrière sur déjà ce CTEAC parce que, je vais probablement me retrouver à intervenir sur des territoires qui n'ont pas encore ce dispositif-là. Donc du coup, avant même d'envisager un plan culturel de territoire, peut-être bien, voilà, comprendre le dispositif qui était là, en amont. Oui. Voilà, je vous remercie, beaucoup. Alors, la convention EAC, c'est une convention pluripartite puisque on a bien la DRAC, le département, la région et l'éducation nationale.
signataires en tous les cas de notre CTEAC. Avant la fusion, seuls 2 territoires avaient une convention EAC, puisqu'ils avaient été identifiés par la DRAC comme étant des territoires non pourvus d'offres culturelles. Et la DRAC s'est vraiment servi de ce dispositif pour avoir des effets leviers sur justement une présence culturelle plus forte. Donc, sur ces 2 territoires-là, on avait une coordination de la convention EAC. Et c'est comme ça que l'ingénierie s'est un petit peu développée, en tous les cas, sur ces 2 territoires. Quand on a fusionné, la DRAC, enfin en accord avec la DRAC, on a souhaité élargir le périmètre de cette CTEAC sur la zone de montagne et sur le quartier enfin, QPV de la centralité. Donc, les partenaires finalement de notre projet culturel de territoire sont les mêmes que ceux de la CTEAC. C'est une évolution, on va dire, du contrat, de la convention. Amandine? Non, c'est bon, ça me paraît complet. En tout cas, c'était important de rappeler que c'était vraiment sur des territoires ruraux, comme tu l'as dit, que ces conventions EAC ont été développées. Et pour le coup, à l'échelle nationale, il y a vraiment eu, on a souligné le fait qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a beaucoup qui ont été mis en place, du coup, à partir de 2015, sur volonté de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, du coup, à l'époque, notamment. Après, notre CTEAC, alors souvent le AC, on voit ça en milieu scolaire, plutôt à destination des jeunes, etc. Nous, on n'a pas fait de focus sur les scolaires. Au contraire, on s'est dit finalement, on va prendre le AC dans son acceptation large, c'est-à-dire tout au long de l'éducation aux arts et à la culture, tout au long de la vie. Et on s'est servi vraiment de ce cadre-là pour travailler à l'échelle de l'individu et pas de collectifs ou de public cible. On n'a pas de public cible dans notre CTEAC. On a des enjeux qu'on vient mettre au travail. Par exemple, l'enjeu du vieillissement sur notre territoire, c'en est un majeur pour les prochaines années, en tous les cas. On vient mettre au travail dans le cadre de notre CTEAC. Donc, on ne part pas des publics, mais vraiment des thématiques. Et si l'intervention artistique, enfin les collectifs artistiques ont dans leur plan d'aller voir des scolaires, bon voilà, on passe par les écoles, mais c'est pas le passage obligé. Alors sur la deuxième question, la formation des élus. Et la formation personnelle technique, hein, Catherine, c'est un élément fondamental. Quel type de formation et sur la question des droits culturels, qu'est-ce qui s'est passé pour les élus? Ouais. En fait, je dirais que nos élus ne sont pas formés en direct, effectivement. C'est plutôt les techniciens qui se sont formés. Donc, Amandine, qui, tu le diras, Amandine, mieux que moi, mais tu as suivi de nombreux colloques, formations et même formations action, puisque tu participes à un groupe d'action au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes où vous travaillez des exemples très concrets de droits culturels dans une démarche complète, comment on amorce une action via les droits culturels jusqu'à son évaluation. Et moi, je me suis formée à l'Observatoire des politiques culturelles à Grenoble en 2 temps. D'une part, par le cycle national, c'est, on va dire, une formation flash en 4 semaines. Et ensuite, j'ai souhaité enclencher un master, donc 2 ans en formation continue, Observatoire des politiques culturelles et Sciences Po Grenoble. Et dans l'idée, c'était de verser en tous les cas tout ce qu'on a appris, Amandine et moi, aux élus. On sait très bien que les élus, finalement, n'ont que très peu de temps pour se former. Donc, il y a vraiment eu cette volonté de leur rendre compte à notre élu de tout ce qu'on pouvait apprendre dans le cadre de nos formations, de tous les questionnements, en tous les cas, que ça suscitait pour nous. Et puis, on a fait venir et on est allé voir. C'est-à-dire que faire venir le Lucas, c'était aussi quelque part se dire que sur place, on allait pouvoir former nos élus. Les élus qui ont suivi toute la démarche, qui ont été vraiment très impliqués dans la démarche, c'était aussi pour eux l'occasion, sans se déplacer finalement, d'avoir de l'apport en direct. Voilà, parce que c'est toujours une vraie problématique, la formation des élus qui sont un peu couteau suisse sur des zones en plus très rurales, où ils sont
maire de petite commune et très, très pris par ce mandat-là. Et puis, bon, il se retrouve sur des postes communautaires sans avoir beaucoup de temps à y consacrer. Amandine, tu veux compléter sur la formation? Je rejoins tout ce que tu as dit et je trouve aussi qu'on a pu avoir un équilibre entre effectivement des formations sur les concepts, notamment les droits culturels et comment on les applique très concrètement, et puis aussi sur des outils vraiment participatifs au regard vraiment utilisés dans l'éducation populaire. Notamment, moi par exemple, j'ai alterné ce type de formation avec des collectifs comme la Scope l'Orage ou l'Escargot Migrateur, pour des collectifs qui sont dans la région, qui vraiment forment très bien à tous ces outils participatifs qu'on peut tout de suite appliquer dans des projets avec des enjeux territoriaux. Et je crois aussi qu'on a eu à cœur d'avoir une posture très humble finalement. Quand on revient de formation, parfois on est un peu rouleau compresseur et on a envie de mettre tout de suite en application et on se dit que c'est pas possible, qu'on n'y arrive pas et que les autres ont vraiment rien compris et que nous on a tout compris, quoi. On a plusieurs fois fait retomber un peu cette pression-là parce que c'est un vrai risque quand de vouloir mettre en œuvre tout de suite et avec une approche très dogmatique au fond. Donc on s'est laissé le temps aussi de faire infuser tout ça et je pense que c'est important. Moi, je sais que le master m'a apporté aussi cette distance au fond, parce que bien on vient critiquer son propre terrain de projet aussi, et ça, c'est extrêmement important. Merci. Merci Catherine. Du coup, il y avait après les questions portent plus sur les projets et ce que je propose pour introduire, vu qu'a priori il n'y a pas d'autres questions pour le moment, introduire la séquence suivante par une question peut-être. Depuis tout à l'heure, en fait, vous avez mentionné du coup avec Amandine à plusieurs reprises la notion d'expérimentation. Expérimentation versus modélisation, on va dire ça comme ça. Du coup, à quel point en fait cette notion d'expérimentation est-elle si importante dans la formalisation de votre démarche? Pourquoi cette étape elle était cruciale, cette notion d'expérimentation avant d'en arriver là où vous êtes en fait? Voilà la question que j'ai envie de vous poser pour introduire la séquence 2. Moi, je dirais que l'expérimentation, d'une part, elle nous a permis de comprendre ce qu'on est en train de faire, d'ajuster, de tester, mais aussi de tranquilliser tout le monde. C'est-à-dire que si on était passé tout de suite à la phase de modélisation, d'une part, on n'aurait pas su faire. On aurait été, je pense, dans une démarche très, pour le coup, dogmatique et conceptuelle. Là, on y allait, encore une fois, de manière très tranquille. On expérimente, ça ne veut pas dire qu'on va aboutir que sur un modèle et puis qu'on va dérouler, encore une fois. On expérimente, on voit comment ça prend. Et surtout, ensuite, ça nous a permis de pouvoir dire, finalement, regardez, dans le cadre de ces expérimentations, voilà ce qu'on a mis au travail et voilà ce que ça a produit. Donc, allons plus loin. Merci Catherine. Du coup, ce que je propose à partir de là, c'est justement de répondre aux 3 questions qui ont été posées sur la question de la place et du rôle qu'on donne aux acteurs culturels, comment on travaille avec eux, comment on implique aussi les établissements culturels et comment on recueille la parole des habitants. Peut-être c'est du coup l'objet de la séquence 2 qu'on peut lancer dès à présent si vous en êtes d'accord. Alors, Amandine, oui, je vais peut-être partager que du coup. le temps que tu partages simplement, parce que là, on va plutôt faire un focus sur les habitants et moins sur les acteurs culturels. Donc, moi, je vais peut-être commencer par là. En fait, il y a les acteurs culturels, je vois dans la discussion, et il y a les établissements culturels. Ce qui a été très facilitant pour nous, c'est qu'on a des établissements culturels communautaires qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et là, finalement, on avait aussi la main sur, la main. En tous les cas, c'était beaucoup plus simple finalement d'introduire les droits culturels à partir de nos équipements. Et ensuite, je crois que le travail avec les acteurs culturels, il a toujours existé, il n'était pas formalisé non plus. Et ça a été justement l'objet du travail autour du projet culturel de territoire. Comment on anime la coopération culturelle, comment on vient impliquer aussi les acteurs culturels. Donc, c'est en construisant avec eux les axes du projet culturel de territoire qu'on a finalement créé et fédéré finalement ce collectif et cette communauté. Je te laisse, Amandine, prendre la main sur la deuxième séquence, du coup. Tout à fait.
Alors peut-être que pour justement illustrer en images ce que vient de d'énoncer Catherine et du coup commencer à vraiment rentrer dans les projets concrets qu'on a pu mener, notamment dans le cadre de la convention EAC, on a mené en 2018, donc sur la première année où vraiment on est parti en enquête sur qu'est-ce que peut représenter ce territoire et qu'est-ce qui fait culture sur le territoire, un projet coproduit avec le théâtre Les Tréteaux de France, qui est basé à Aubervilliers et qui a pour particularité de mener des projets dans toute la France et d'impliquer des territoires et des compagnies, des artistes différents à chaque projet. Et donc, on a mené un projet qui s'appelle les Portraits d'habitants, où l'idée vraiment, c'était d'aller recueillir la parole de 4 habitants sur le territoire, d'âge, d'horizons différents et habitant sur des bassins de vie géographiques différents, et vraiment de pouvoir témoigner de ce qui représente pour eux, ce qui fait culture sur le territoire. Et on a du coup ces portraits, ces témoignages ont été confiés par la suite à des compagnies artistiques qui ont mis sur scène la parole des habitants en restant fidèles mot pour mot au témoignage qui avait pu être confié. Et du coup, ça donne vraiment un portrait multiculturel, on va dire, de l'agglomération. Peut-être qu'on peut passer le teaser. Cédric, est-ce que tu veux Ouais, on va le faire, Amandine. Alors, on a une petite vidéo à vous partager. On va essayer de la diffuser depuis Zoom. Si jamais il y a un souci technique, on vous passera le lien de toute façon dans le conversé et on va le faire dans les minutes qui viennent. Amandine, voilà, merci pour le stop du partage d'écran. Je lance la séquence du coup. Peut-être introduire cette séquence, c'est ce que tu viens de faire, mais on va laisser. Oui, donc c'était un projet en 2018 qui s'est monté sur 2 périodes, une période d'abord d'enquête et après une période de jeu qui a été jouée à différents endroits du territoire et qui a vraiment, pour le coup, vraiment très bien marché et qui a rencontré beaucoup de succès auprès des habitants qui sont très facilement identifiés aux paroles mises sur scène. Eh bien, c'est parti, je lance la lecture du coup, Amandine. Rien d'autre à vous dire. À chaque fois que je suis sur scène, je suis un peu le papier papa, c'est pas bien, je suis bien, mais pas mal sur scène, mais j'aime bien quand je suis sur scène, après je le fais. Donc je suis parti, donc là j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes, donc je suis parti du côté de Saint-Chamond, voilà, en lycée hôtelier. Donc là j'étais en internat, donc du coup j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient des milieux complètement différents, tu vois. Il y en avait des gens qui étaient de Lyon, d'autres qui étaient du Puy-en-Velay, enfin, tu vois, des horizons un petit peu différents du mien. Maintenant, il y a plus de conscience dans les actes par rapport aux arbres, quoi. Donc je peux leur parler. Oui, j'ai fait un câlin ce matin. C'est top. Et ça fait plein de couplets comme ça où il dit tout le temps déchiré. C'est un peu tout. Il est un peu. Je sais pas trop. Je réfléchis et finalement il repart avec Fleur de Lys. Donc ça servait à rien d'enquiquiner les deux autres. Les gens ont des a priori. Le cochon, c'est sale, le cochon, c'est méchant, le cochon, c'est pas intelligent. Alors que c'est bien le contraire. Et donc, je fais un parallèle avec ces peuples qui sont opprimés ou ces gens qui sont auxquels on colle des étiquettes. Mais imagine demain, moi je fais de la moto par exemple. J'ai toujours eu peur, dès que j'ai pris la moto, j'ai pris une assurance vie et je me suis dit, s'il m'arrive un pépin, crac, et ben, je me suis dit, si tu y restes un jour, gros, au moins tu auras une trace. Le théâtre, c'était à noir et table et la natation, c'est à tir. Mais je vais pas faire de l'équitation à Roanne, quoi. Je vais pas me taper 25 bornes pour faire une activité. Je réfléchis bien, je n'ai rien d'autre à vous dire. Et après, pour évacuer, en fait, je sors, mais je danse. Donc, je peux passer ma nuit sur une piste de danse. Mais sans rien boire, quoi. Je danse, je sais pas faire autre chose et je danse. Et ça m'éclate et ça m'expulse. Et du coup, ouais, je danse.
Pour évacuer, je sors, mais je danse. Et je peux passer ma nuit sur une piste de danse et je danse, je danse, je danse et je sais rien faire d'autre que danser. Alors ça me m'éclate, ça m'expulse. Alors Voilà. Merci pour ce partage. Donc voilà, ça c'était effectivement un extrait du petit teaser qui garde trace de ce projet et qui du coup, comme vous le voyez, met à la fois en avant la parole habitante et puis la sublime grâce au jeu des compagnies. Et en tout cas, ce qu'il faut se dire là, c'est qu'à la fois, on a du coup une production artistique véritable avec le jeu des compagnies, avec du travail photo, du travail vidéo, mais il y a aussi du coup l'idée de pouvoir analyser par la suite ces portraits et ce qui est dit à l'intérieur, et surtout ce sont que des extraits en tout cas de tous les entretiens qui ont pu être menés, et nous en servir derrière pour définir d'autres projets culturels à partir des besoins et des pratiques des habitants qu'on peut recueillir. Du coup, alors, hop là. L'idée, comme on peut le voir avec ce projet et comme d'autres projets qu'on a pu mener, c'est de solliciter du coup des compagnies, des collectifs artistiques, des collectifs pluridisciplinaires qui arrivent avec des protocoles, avec des compétences surtout, des compétences pour justement pouvoir savoir mener cette enquête auprès des habitants, savoir les interroger et pas simplement non plus utiliser cette participation à des fins artistiques. Enfin, il y a ça bien sûr en compétences, mais il y a aussi vraiment montrer ce qui est dit, valoriser ce qui est dit. Et derrière, en fait, quand on fait appel à ces collectifs, l'idée, c'est vraiment de co-construire le projet en s'appuyant sur les compétences et de construire ensemble un sujet, un périmètre de travail sur le territoire. Donc, on fait bien avec et non pour les habitants derrière avec cette co-construction. C'est notamment une méthodologie, comme le disait Catherine, qu'on a héritée d'un des territoires qui avait une convention ESC, donc sur le bassin de vie de Bouin, une des composantes de l'agglomération aujourd'hui, qui avait vraiment comme objectif chaque année de changer la méthodologie participative, de vraiment s'appuyer sur différents protocoles. Et l'objectif, c'était de se mettre au service des habitants et de comprendre quelles étaient leurs envies, quelles pratiques artistiques ils avaient envie d'avoir, quels thèmes ils voulaient travailler. Donc, il y avait des assemblées plénières qui étaient mises en place au début de l'année et on construisait petit à petit un groupe d'habitants qui allaient vraiment définir de A à Z le projet artistique mené sur une année, en impliquant différentes structures culturelles, des acteurs de l'éducation, des écoles, collèges, mais aussi des acteurs d'autres champs disciplinaires que la culture. Et donc, on a fait le choix aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, de faire notamment un petit focus sur ce qu'on a pu mener comme projet artistique dans le cadre de l'urbanisme culturel. Alors, pour rappel, l'urbanisme culturel, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les outils de l'art, de la culture, pour se mettre au service de projets d'aménagement. Et nous, on a vraiment pu l'utiliser en partenariat donc, avec un autre service de l'agglomération, le service Habitat. Alors, on répondait du coup à nos deux services à deux enjeux. Tout d'abord, pour remettre un petit peu le contexte, le service Habitat, qui a donc une branche qui s'appelle le service projet urbain, accompagne des communes sur la définition de l'attractivité de leur centre-bourg. Donc, il y a plusieurs types d'études menées, avec toujours cette idée de définir des enjeux auxquels la commune va pouvoir répondre par la suite avec de l'opérationnel. Et on a fait le constat que eux, ils avaient, enfin, l'objectif du service aussi, c'était de pouvoir accompagner bien sûr les élus, mais d'avoir aussi un retour des usages des habitants, que l'enquête classique, questionnaire mis dans la boîte aux lettres ou que les réunions d'information ne marchent pas très bien, voire pas du tout sur certaines communes. Et du coup, l'idée, c'était comment on va chercher les habitants sur ces questions-là et on les mobilise sur la vie de leur centre-bourg. Alors, ce travail-là, on ne l'a pas fait tout seul au départ. On a été accompagné par le pôle des arts urbains, le Polo, qui est basé à Saint-Pierre-des-Corps, à côté de Tours, et qui est vraiment spécialiste de ces questions d'urbanisme culturel et qui accompagne des collectivités comme des collectifs artistiques pour répondre à ces enjeux.
L'objectif, c'était de pouvoir tester par la suite des formats, des interventions diverses et d'éprouver la collaboration entre les deux services. Donc, le polo nous a vraiment aidé à définir les 2 enjeux que vous voyez là, et puis aussi de prendre 3 communes tests et de voir comment on peut répondre aux enjeux de ces communes. Et par la suite, nous sommes donc allés chercher des collectifs pour répondre et intervenir sur ces communes. Ça va de collectifs pluridisciplinaires, comme je vais vous le présenter tout à l'heure, comme Carton Plein, qui réunit à la fois architectes, sociologues, designers, personnes du spectacle vivant, de la vidéo, et puis qui vraiment en plus se composent en fonction des projets qu'ils vont mener, à des compagnies artistiques beaucoup plus classiques, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais des compagnies de théâtre comme par exemple Complexe Capharnaüm, qu'on a pu faire intervenir, qui est une compagnie lyonnaise de théâtre de rue, vraiment, et de spectacle dans l'espace public. Donc après avoir défini du coup ces 2 enjeux, donc vraiment alimenter les études du service projet urbain avec de la donnée sensible pour comprendre les usages des habitants sur les communes, et aussi proposer des espaces et des outils de débat à travers l'outil artistique mis en place sur la commune. On a aussi, et là je fais écho à ce que tu disais tout à l'heure également Catherine, on a mis aussi au travail nos 2 élus. Donc il y a eu à la fois un travail au niveau technique, entre techniciens de service culture et techniciens de service projet urbain, et puis aussi l'écriture d'un discours commun entre les 2 vice-présidentes en charge de la culture et de l'habitat, pour partager des enjeux avec leurs propres mots, et derrière, qu'elles puissent vraiment s'adresser aussi aux élus municipaux et convaincre en fait de l'utilité, en tout cas, de ce type d'intervention. Donc ça, c'était un véritable prérequis aussi. Et ces discours étaient aussi imprégnés de notions des droits culturels, avec cette idée de la participation habitante et de l'implication citoyenne dans ces études. Voilà les 2 enjeux dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc là, on va faire un petit focus sur une action qu'on a menée donc sur la commune de Périgneux avec le collectif Carton Plein, donc, que je vous ai présenté tout à l'heure, et qui est vraiment aussi spécialiste de ces questions-là d'urbanisme culturel, qui a vraiment l'habitude d'intervenir à l'échelle de petits bourgs comme de communes beaucoup plus grandes, et d'aller chercher les habitants. Alors, c'est un projet qui s'est déroulé de 2018 jusqu'à 2021. Donc, comme vous l'entendez dans les dates, on a aussi eu pas mal de changements de projets suite au Covid et à toutes les restrictions qu'il y a pu y avoir à ce moment-là. Mais en tout cas, pour revenir donc au départ, sur cette commune, une note d'enjeu avait été faite, donc là, vraiment des enjeux à travailler sur la commune, et qui mettait en avant l'enjeu de la vacance résidentielle et de la vacance commerciale. Le Carton Plein, du coup, avait pour objectif de venir aider à faire évoluer les imaginaires autour du centre-bourg, proposer d'autres projections liées à la vie en centre-bourg. Ça veut dire quoi? Essayer de balayer un petit peu aussi tous les préjugés qu'on peut avoir sur la vie en centre-bourg. Et pour ça, l'équipe est venue 4 fois en résidence, en travaillant à la fois auprès des élus, mais également en allant interroger les habitants par du porte-à-porte, rencontrer toutes les associations de vie sociale qu'il pouvait y avoir sur la commune, également rencontrer les commerces, les porteurs de projets, et de mettre en dialogue tous ces acteurs avec les élus à travers de l'action artistique. L'objectif premier, c'était de pouvoir imaginer un grand événement collaboratif défini avec les habitants et les élus, qui mettait en avant le centre-bourg de la commune, avec de la visite d'habitat privé, montrer que en centre-bourg, on peut avoir un jardin, on peut avoir une grande maison avec lumineuse, enfin, voilà, essayer vraiment de montrer qu'est-ce que c'est que la vie en centre-bourg réellement, comment on se déplace dans le centre-bourg, comment on recrée des cheminements, comment on met en valeur du bâtiment patrimonial, avec du coup une journée un peu événement avec Carton Plein qui faisait la vraie fausse agence immobilière à travers la commune. Des revues ont été éditées pour remplacer du coup les événements qui n'ont pas pu avoir lieu, mettant en avant du coup tous ces enjeux, distribués à tous les habitants. L'école a été beaucoup sollicitée, il y a un travail qui a été mené avec
toutes les élèves de la classe primaire sur différents ateliers. Et la commune aussi a été accompagnée grâce à de la vidéo un peu, un peu décalée, entre guillemets, mais avec vraiment un argumentaire autour de l'architecture. Ils ont accompagné du coup la commune sur la définition d'un bâtiment qui allait être construit d'ici quelques années par la commune. Donc voilà un peu le format. Et où du coup, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps d'aller rencontrer les habitants, de mener des entretiens qui vont de 1 heure à 2 heures, voire plus, en fonction de ce que la personne a envie de raconter. Donc, c'est cette compétence à savoir se mettre à l'écoute, à définir des questions qui vont au-delà du quantitatif, qui prennent vraiment en compte la vie sociale de la personne, de ses usages du quotidien, que ça soit une personne qui a une famille, des enfants, à la personne retraitée qui est là depuis 30 ans dans la commune, et de synthétiser l'ensemble de ces usages pour les livrer derrière aux élus. Donc, on voit un petit peu là quelques photos que je pouvais faire défiler sur l'enquête action, du coup, le dialogue donc là, avec les élus et l'équipe de Carton Plein. Un petit film a été aussi fait avec les élèves, puisqu'en plus, on a un conseil municipal qui a été mis en place sur cette commune pour du coup aussi mettre en valeur et puis surtout se sourcer à partir de la parole des futurs citoyens de la commune. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce projet. En tout cas, vraiment pour reprendre les enjeux, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de comprendre quels vont être les enjeux municipaux, les enjeux des élus, créer un dialogue entre eux et les habitants, et du coup s'appuyer sur des compétences qui changent un petit peu de l'enquête classique, de définir des temps de présence du collectif qui va enquêter sur la commune, vraiment de plusieurs jours. Les résidences, à chaque fois, elles durent entre 3-4 jours, c'est plusieurs semaines sur 2 ans. Donc, il y a aussi cette idée de présence un peu au long cours, au long terme, un vrai partenariat qui se met en place avec l'équipe artistique et les élus, qui du coup aussi, par ce temps long et cette vraie rencontre avec le collectif, sont en confiance et se livrent aussi beaucoup plus facilement que sur une enquête peut-être plus flash, des questions beaucoup plus opérationnelles aussi sur leur centre-bourg. Après, excuse-moi, Amandine, je complète simplement, et ça me fait penser à la formation des élus. Je crois que ce qui a été le plus compliqué pour notre élu, c'est de se former à un discours, en tout cas à des présentations auprès de ses collègues, sans donner les résultats en amont. C'est-à-dire qu'elle présentait des actions pour lesquelles elle avait une idée du protocole à peu près, mais absolument pas ni des livrables, ni de ce que ça allait donner en termes de résultats. Et ça a été quand même le saut un peu en parachute pour elle, parce que voilà, elle n'était pas du tout habituée à présenter comment dire, des éléments qu'elle ne maîtrisait pas. Donc voilà, ça a été, mais même pour nous, hein, cela dit, je crois le plus compliqué. Et du coup, ça a nécessité d'avoir une avance de confiance. C'est-à-dire que à la fois notre élu nous a accordé sa confiance a priori, nos collègues aussi du service projet urbain Habitat également. Donc voilà, tout ça a été finalement, on a bénéficié d'une forme d'avance de confiance. Et je vois qu'Amandine a quitté son... Ah non, elle revient. Simplement une histoire de batterie, tout va bien. Où tu en étais de ta présentation? Est-ce que tu as encore des éléments à nous partager ou est-ce qu'on peut peut-être ouvrir quelques questions? Eh bien, simplement pour rebondir sur ce que dit Catherine, et je pense qu'on peut effectivement passer aux questions. Comme tu le dis, il y a ce côté, on se jette un peu, enfin pas dans le vide, mais presque pour les élus. Et c'était aussi ce que devaient faire les élus municipaux qu'on allait voir avec cette méthode-là, où du coup, on vient quand même en disant qu'on propose d'aller chercher la parole habitante, qui va peut-être être en confrontation avec les idées politiques qu'il peut y avoir sur la commune. C'est aussi se pencher sur des usages que peut-être, voilà, si on va les chercher derrière, ça veut dire aussi qu'il faut répondre aux enjeux qui vont être soulevés. Et bien sûr, il y a la peur de ne pas pouvoir le faire, ou que ça soit
complexe. Et donc, il y a aussi cette idée de rassurer les élus municipaux, de les embarquer, qu'ils comprennent qu'en fait, tout se fait aussi chemin faisant. Parce que nous, quand on arrive vers les équipes municipales, on leur propose un protocole de travail, on peut leur donner voilà, le rythme de présence de l'équipe, quelles compétences ils peuvent avoir. Mais le rendu final, on ne le connaît pas à l'avance puisqu'il va se baser sur vraiment d'abord cette période de diagnostic et de rencontre avec les habitants. Et le projet va se construire chemin faisant. Et ça non plus, c'est pas facile à la fois à présenter, il faut trouver le vocabulaire, il faut arriver à rassurer les élus. Mais on se rend vite compte qu'une fois embarquées, les équipes municipales vraiment se laissent porter et puis s'impliquent aussi beaucoup plus que lors de la présence d'un bureau d'études, alors qui n'a pas les mêmes enjeux, mais qui va peut-être venir avec voilà, des résultats, des choses à mettre en place, et les élus vont être à l'écoute, mais peut-être moins dans le suivi actif de ces études. Alors que quand on a des collectifs pluridisciplinaires, comme par exemple Carton Plein, avec des méthodes qui sont beaucoup plus du coup sensibles, les élus sont bien plus acteurs actifs tout au long du travail mené. Merci Amandine pour ce timing également parfait. Du coup, alors pour rebondir et ouvrir une question, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Pour l'instant, on a une qui est arrivée sur la question des artistes, mais faire le lien avec la communauté de communes du Mont des Avaloirs, votre point commun quand même, c'est quelque part cette habitude que vous avez, vous, à Loire-Forêt, de faire appel à ces acteurs intermédiaires, acteurs culturels intermédiaires qu'on qualifie sous cette appellation d'urbanisme culturel, n'est-ce pas? Et par ailleurs, dans le monde des Avaloirs, ce qu'on a pu repérer, c'est qu'il y a quelques acteurs référents nationaux qui sont implantés sur ce territoire. Donc, il y a certainement un coup de projecteur à donner sur l'urbanisme culturel, et on l'avait fait il y a quelques semaines avec un webinaire sur la question des transitions écologiques avec Agathe Otavi de la coopérative, Questa. Mais là n'est pas la question. La question qui est posée du coup par rapport à ce type d'acteur, c'est comment peut-on faire appel à l'Agence nationale de psychanalyse urbaine et quel est le coût? Alors je ne sais pas si on va aller sur le coût là comme ça en public, mais en tout cas la question qui a, je pense, derrière, c'est est-ce que vous pourriez nous parler finalement de la manière dont vous choisissez ces artistes avec lesquels vous souhaitez collaborer pour enquêter, pour aller chercher les usages des habitants? Catherine, Amandine, je ne sais pas qui est-ce qui prend la parole là-dessus. Comment tu... Vas-y. Alors, il y a plein de méthodes différentes. Il y a de la veille d'abord, bien sûr, pour voir un peu où se retrouvent ces projets-là ailleurs en France, et est-ce qu'on peut voilà, s'appuyer sur des méthodologies de collectif. Après, moi, j'ai le pôle des arts urbains dont on parlait tout à l'heure est une vraie ressource, et d'ailleurs, ils ont sur leur site internet beaucoup de ressources en ligne sur des projets, des collectifs à travers la France et même à l'international. Donc là, c'est une vraie ressource. Et puis aussi, voilà, on les a contactés à plusieurs reprises pour trouver des collectifs qui pouvaient être adéquats par rapport aux enjeux qu'on avait à travailler. Et puis, je pense aussi... Oui, d'ailleurs, on peut peut-être mettre la référence dans la discussion, c'est le plan guide art et aménagement des territoires sur le polo. Je vais le mettre dans la discussion. Mais en tout cas, du coup, peut-être pour plus largement sur cette question-là, la gestion de méthodologie de projet avec toute cette méthode-là participative, elle demande du temps de construction, effectivement, pour trouver les collectifs adéquats. Donc, prendre le temps de, comme je disais, faire de la veille, se renseigner, voir ailleurs ce qui se passe. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi dans le temps de montage de projet. Et puis, le temps aussi de construction du projet derrière, quand on a trouvé le collectif, il faut aussi le prendre en compte dans le temps. Sur quelques projets, on a pu aussi faire simplement des appels à projets, des appels à candidature, publiés et relayés sur Internet. Et puis, depuis l'année dernière, pour les exemples de projets d'urbanisme culturel et voilà, de méthodes artistiques implantés dans les études d'urbanisme, depuis 2 communes qu'on accompagne, on coécrit des cahiers des charges qui sont derrière relayés dans le cadre des marchés publics. Où là, du coup, vraiment dans la commande de suivi et puis
nos collègues du coup du service projet urbain qui, eux, ont l'habitude de d'écrire des cahiers techniques. On indique directement à l'intérieur qu'on souhaite avoir une équipe pluridisciplinaire avec un profil artistique qui va pouvoir aller chercher les habitants pendant toute l'étude. Après, il y a des formes de complicité qui s'installent aussi avec les collectifs qu'on fait intervenir parce qu'effectivement, tu fais référence à des appels à candidature ou marché public. La forme qu'on préfère quand même, c'est le temps un peu long. Quand on dit temps long, c'est 3 années à travailler avec un collectif. Il nous semble que c'est le bon timing pour sans créer des habitudes de travail, mais en tous les cas, arriver à se comprendre, à partager nos enjeux, à bien se connaître, et puis qu'ils aient un travail vraiment approfondi sur notre territoire. Donc voilà, c'est aussi comme ça que ça se génère par forme de complicité finalement. Alors, du coup, moi, je me suis noté une petite série de questions. Je vois que tout le monde voit vos paroles et que, du coup, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de questions, donc ça peut remonter dans les minutes qui viennent. On a parlé, du coup, forcément d'argent. Donc là, on a quand même des éléments de réponse pour financer ce type d'expérimentation. Vous nous dites qu'il faut passer par la commande publique, donc c'est souvent pris en charge soit par les collectivités, enfin par votre collectivité, soit en lien avec les communes. Peut-être plus globalement, est-ce que vous continuez de percevoir des soutiens d'autres institutions publiques à l'échelle régionale pour financer tout ça? Oui, bien sûr. Dans le cadre de notre CTEAC et ensuite dans le cadre du PCT, on continue à avoir les mêmes partenaires institutionnels et donc des financements départementaux, régionaux et DRAC. Tout à fait. Alors après, sur cet aspect-là, pour être très clair, hein, on inscrit chaque année sur l'EAC 90 000 €, ce qui, à l'échelle de notre budget culture, n'est pas énorme. L'enjeu pour nous, c'est maintenant de pouvoir à la fois poursuivre avec cette enveloppe qui nous semble quand même plutôt sanctuarisée et en même temps de transformer des crédits liés à des équipements culturels, justement à nos équipements culturels communautaires, de les transformer vers justement de l'EAC et des projets plus participatifs. Ok, merci Catherine. Du coup, peut-être laisser la parole à Monsieur Messier qui souhaitait préciser sa question oralement, visiblement. Monsieur Messier, on vous laisse prendre la parole. Oui, merci beaucoup. C'était peut-être dans les étapes, alors peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai loupé, mais donc au début, vous avez indiqué faire appel à l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, notamment dans la création de la carte, un petit peu sensible, qui avait l'air, très bien faite. Et du coup, suite à ma question, vous avez développé en parlant donc des collectifs, comment vous aviez choisi ces collectifs pour faire émerger un peu les interventions et les questions, auprès des habitants. Et du coup, est-ce qu'il y avait un lien, heu, entre, enfin, comment dire? Est-ce que c'est 2 étapes différentes? D'abord, on fait une espèce de psychanalyse du territoire, on voit quels sont les enjeux et dans un deuxième temps, on fait intervenir, les compagnies pour, comment dire? Récolter des éléments de réponse de la part des habitants? Ou est-ce que tout ça, c'est un seul et même dispositif? C'est-à-dire que l'Agence nationale de psychanalyse urbaine se sert de ces collectifs pour faire émerger des réponses? Voilà, c'est peut-être pas très. Non, si, c'est très clair. Et la première étape, c'est la psychanalyse du territoire en 2017. 2017, hein, c'est ça, Amandine? Ouais. 2018, ouais, un an après la fusion. Un an après la fusion, on les a fait intervenir justement pour venir très clairement psychanalyser ce nouveau territoire. Et ça a été le point de départ finalement. La carte qu'on a vue, la carte sensible que je vous ai montrée au départ, elle a été réalisée au printemps dernier par la NPU. Ça faisait un petit moment d'ailleurs qu'ils n'étaient pas intervenus chez nous. Elle n'a pas été dessinée il y a 5 ans, hein, elle est très récente. Ce qu'ils nous ont livré en 2018, c'est un atlas du territoire qui est disponible d'ailleurs sur notre site. Je vais mettre la référence dans la discussion également. D'accord, donc les compagnies sont bien intervenues après, finalement? Oui, enfin, si je complète, du coup, en fait, comme le disait tout à l'heure Catherine, un an après la fusion, avant de se lancer dans le cadre de la convention EAC, du coup, qui a été renouvelée sur divers projets à mettre en place, on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne le temps de comprendre qu'est-ce qui composait aujourd'hui ce territoire de 87 communes, qu'est-ce que pouvait représenter cette limite administrative qui était aujourd'hui, à ce moment-là, Loire-Forêt-Agglomération, pour ses habitants. Et donc, sur un an, avec à la fois l'intervention de la NPU et aussi les portraits d'habitants dont on a parlé tout à l'heure, on est parti en enquête sur c'est quoi Loire-Forêt Agglomération et c'est quoi, du coup,
les ressources culturelles et les usages au niveau culturel des habitants. Ça a posé des enjeux, et du coup qu'on retrouve aussi dans l'atlas que vient de partager Catherine, qui aussi est composé de cartes, mais bien différentes de celle qui a été produite là cette année. Et par la suite, suite aux enjeux qui en ont découlé, et aussi des autres politiques publiques qui commençaient à se définir au niveau de l'agglomération, on a défini presque différentes branches dans le cadre de la convention ESC. À la fois toujours mener de la pratique artistique, mais aussi continuer ce volet d'enquête. Et au lieu d'être toujours aussi global sur l'ensemble du territoire, on l'a resserré, entre guillemets, sur d'autres thématiques comme l'habitat, la revitalisation des centres-bourgs, l'environnement. Et donc, dans ce volet habitat, revitalisation, centre-bourg, c'est là où sont venus intervenir les collectifs dont on parlait tout à l'heure. Mais cette méthodologie, elle se retrouve aussi ailleurs sur d'autres enjeux environnementaux, sociaux. Et de la même manière, on va aller chercher des collectifs qui savent répondre à ces questions-là. Je ne sais pas si c'est plus clair là du coup sur le. C'est plus clair, merci beaucoup. Je vous en prie. Ok, merci. Du coup, j'en profite parce qu'il y a des questions qui sont arrivées. Du coup, vous parlez des habitants et des structures culturelles communautaires, mais qu'en est-il des acteurs associatifs ou des compagnies sur le territoire? Comment sont-ils ou sont-elles impliqués? On a un tissu associatif qui est extrêmement dense, effectivement. Je le disais tout à l'heure, dans l'axe 2 de notre PCT, il y a tout le volet engagement bénévole, puisque c'est quand même eux, finalement, qui font majoritairement vivre la culture sur notre territoire. Ils ont été impliqués dès le départ. Et leur présence dans le projet culturel de territoire, dans la co-construction des actions, a été renforcée par justement l'élaboration du PCT. Sur l'aspect compagnie sur le territoire, alors il y a très peu de compagnies professionnelles sur notre territoire et malgré tout, avec ces 2-3 compagnies-là, on a dès le départ travaillé avec elles. Peut-être que là, encore une fois, Amandine, tu peux illustrer la manière sur les chemins enseignés en musique notamment. Oui. Alors avant la fusion, du coup, comme le disait tout à l'heure aussi Catherine, on avait un projet qui s'appelait les chemins enseignés en musique. Donc c'est ce projet-là participatif qui avait des assemblées plénières en début d'année où du coup on essayait vraiment de constituer des groupes d'habitants qu'on accompagnait pour monter des projets artistiques de A à Z. Là, la coordination de ce projet était tripartite, se faisait entre la communauté de communes de l'époque et après l'agglomération Loire-Forêt, le centre culturel de rencontre de Goutla, qui est un acteur avec lequel on travaille beaucoup encore aujourd'hui, qui est présent sur le territoire et qui notamment depuis de nombreuses années travaille cette question des droits culturels, et une compagnie artistique, la Cogite, qui est basée sur une des communes de l'agglomération, qui a aussi ce savoir-faire d'aller chercher les habitants pour mener des créations participatives. Et donc là, c'est un acteur avec lequel on a continué à travailler pendant presque 8 ans, toujours en redéfinissant des méthodologies de travail différentes chaque année. Donc voilà, là, comment on va chercher les compagnies sur le territoire. Et puis, par exemple, sur les portraits d'habitants dont on a passé le teaser tout à l'heure, quand le protocole et l'ensemble du projet a été construit avec les Tréteaux de France, mais l'idée, c'est de s'appuyer sur les ressources artistiques présentes sur chaque territoire. Et là, par exemple, on a travaillé en collaboration avec les 4 compagnies professionnelles qui étaient implantées sur le territoire pour proposer des interprétations théâtrales des portraits d'habitants. Et à travers les différents projets qu'on va pouvoir mener, donc, comme le disait Catherine, au niveau professionnel, on a peu de ressources, mais quand on construit des projets, même avec des collectifs comme Carton Plein, l'idée, c'est d'avoir un pilote un peu de l'action, mais de s'appuyer sur toutes les ressources qu'on va pouvoir avoir localement, à l'échelle de la commune, de bassin de vie ou même de l'agglomération. Et suivant les projets menés, on va aller chercher les compagnies ou les acteurs culturels et autres présents sur le territoire et les impliquer aussi dans la construction du projet chemin faisant. Ok, merci. Merci Amandine. Ça répond pour partie du coup à la question de Timothée Saligné là, sur la vidéo qui a été présentée il y a quelques minutes, sur sa diffusion. Peut-être creuser davantage, comment ça a été reçu finalement par les publics, par les habitants du territoire? Est-ce que ça a donné lieu à des débats, à des échanges, à des remarques? Qui a assisté? Enfin, comment vous avez pu observer la perception de tout ça? J'y vais. Alors, la remarque qu'on entend encore aujourd'hui, c'est que ça n'a pas été joué assez. Parce que, alors, ça, c'était aussi dans
le projet de départ. Et il devait y avoir 2 représentations à 2 endroits différents du territoire suite voilà, au montage des formes théâtrales. Aussi pour à la fois des raisons de coût, mais aussi de disponibilité des compagnies pour le jouer. Il y a eu des captations, mais bon, on a du coup ce teaser un peu témoin. Donc, ça a été joué 2 fois à 2 endroits. Ça a été extrêmement bien reçu, comme je disais tout à l'heure. C'est un des projets qui nous a montré, en tout cas dès le départ, à quel point rendre publique la parole habitante, c'est vraiment un endroit intéressant à travailler, à la fois par rapport à la réaction des spectateurs, mais aussi à la manière dont ça parle aux habitants et donc aux personnes qui viennent voir ce rendu-là. Et effectivement, ça crée des échanges sur à la fois ce qui est dit, mais aussi comment c'est joué. Enfin, il y a à la fois la production artistique et puis aussi le contenu, ce que ça raconte du territoire, comment les gens se retrouvent attachés à la parole qui est mise sur scène. Et puis, donc il y a une série de photos aussi qui a été réalisée, qui tourne encore sur le territoire en forme d'exposition. Il y a ce teaser. Malheureusement, cette forme, du coup, s'est fermée. Voilà, ça s'est terminé en 2019. Il n'y a pas eu plus de représentation. Et ce que je peux ajouter aussi là-dessus, c'est que sur ce type de format, il y a à la fois, du coup, sur le coup, la réaction des spectateurs, mais il y a aussi, au niveau technique, comment on prend le temps de réécouter, de re-regarder pour aller chercher, du coup, la matière à l'intérieur qui soulève les besoins, les enjeux. Ça, c'est une vraie question. On essaye en tout cas de le faire le plus souvent possible, mais ça prend du temps. Et parfois, malheureusement, cette donnée sensible, elle est vue, elle est voilà, appréciée à un moment donné, mais elle est parfois un peu mise de côté. Quand par exemple, on la transmet à des bureaux d'études ou à d'autres collègues d'autres services, c'est comment on analyse et on extrait cette matière qui est vraiment hyper riche. Je dévie un peu de la question, mais je trouve aussi un enjeu intéressant à soulever. Ouais, c'est une vraie préoccupation. On avait pour ambition, il y a encore quelques mois, d'avoir une recherche par des chercheurs, des étudiants, sur justement tout ce qu'on a, toute cette donnée sensible, en fait, qu'est-ce qu'elle dit des individus qui habitent sur ce territoire-là. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mené, mais on a l'impression de sous-exploiter finalement cette matière. Et enfin, dans l'extrait, vous entendez la petite fille qui dit, alors ça vous parle probablement pas, mais elle dit, moi je voulais faire telle activité, à Thiers c'est à 30 km, là c'est à 25 km, je vais quand même pas faire en plus, je vais quand même pas aller jusqu'à Roanne pour faire mon activité. Bon, ça paraît très naïf, mais en fait ça dit énormément, juste cette phrase-là, par rapport à nos collègues de la mobilité, du service mobilité, ça les renseigne effectivement sur la manière dont les gens sont connectés à d'autres communautés de communes aussi, à d'autres territoires et comment ils composent avec leur trajet quotidien finalement. Quels choix ils doivent faire au regard de leur trajet quotidien. Il y a une question aussi sur le PAT, sur les projets artistiques et l'alimentation. Justement, bah oui, parce que ça serait intéressant. Allez, on laisse répondre à cette question et ensuite on conclura le webinaire. Catherine, je te laisse la parole. Ouais, alors c'est peut-être plutôt Amandine aussi qui travaille là-dessus. On a le projet alimentaire territorial qui a été voté en même temps que le projet culturel territorial, le 27 juin dernier. Donc, ils ont été présentés tous les deux en même temps. C'est quand même assez fort puisque nous, on participe au projet alimentaire territorial de plein de manières. On a aidé nos collègues à animer des sessions avec des élus et des habitants, puisque maintenant on est repéré comme étant, comment dire, en capacité en tous les cas d'animer ces temps de concertation. Et puis aujourd'hui, on souhaite décliner avec nos collègues qui sont à l'œuvre sur le PAT et puis le centre culturel de rencontre, des formes artistiques autour du triptyque. En gros, je fais simple, hein, Amandine, je prends des raccourcis, mais culture, nourriture, agriculture, et comment on questionne ces 3 volets-là finalement de l'alimentation. Donc on en est aux prémices, hein. C'est encore embryonnaire, il y a des pistes qui se dessinent, mais on n'a pas encore mis en œuvre réellement de projets culturels et artistiques dans l'immédiat. Mais ça ne serait tardé. En tout cas, il y a cette volonté comme les méthodologies qu'on vient de citer, d'aller comprendre quelles sont les pratiques alimentaires des habitants, comment on cuisine sur le territoire.
c'est quoi les aliments qui sont le plus utilisés et d'utiliser, de se référer aux outils artistiques, culturels pour aller chercher ces données et les mettre en valeur sous une forme spectacle, enfin ça, on ne sait pas encore exactement, défi cuisine. Voilà, on est en train de définir ce projet-là, mais c'est comprendre déjà dans un premier temps les usages et les comprendre, les valoriser et voir du coup comment ça travaille les enjeux du PAT que vient de citer Catherine. En conclusion, on ne s'interdit pas d'aller chercher d'autres collègues sur d'autres thématiques qui nous sont vraiment très étrangères. Après, on y va toujours avec une grande curiosité et puis l'envie d'être en relation en fait et d'être connecté à la fois avec les enjeux de notre collectivité et puis du territoire. Merci Catherine, merci Amandine pour cette chouette présentation. On va du coup passer à la dernière séquence de la conclusion du coup et de l'échange potentiellement. On a encore une petite dizaine de minutes. Du coup, je vais laisser la parole à Clémence Hay, du coup, responsable culture, je le disais tout à l'heure, de la communauté de communes du Mont des Avaloirs. Pour poser cette question, finalement, Clémence, tu étais en posture, j'imagine, d'écoute active tout au long de cette heure et demie. Par rapport à ce qui se joue chez toi sur le Mont des Avaloirs et du coup à ce qu'on a pu entendre ce matin, qu'est-ce que tu en retiens pour ton territoire et à l'étape où vous en êtes, vous, finalement, du relancement, on va dire ça comme ça, je ne sais pas si ce mot existe, du projet culturel de territoire sur le Mont des Avaloirs. Clémence, je te laisse la parole. Merci Cédric. J'en retiens énormément de choses. Ça conforte des interrogations, des choses qui sont aussi de l'ordre du prémisse chez nous. Juste peut-être pour faire un rappel, comme tu l'as fait Cédric, nous, en fait, le fonctionnement et le cheminement a été un petit peu peut-être presque inverse, puisqu'on a eu une demande du conseil départemental de structurer et d'écrire un projet culturel dès 2018. Mais le volet EAC en faisait partie, mais on est d'abord parti de la formalisation du PCT. Et on est en train d'inclure dans la deuxième mouture du PCT qui est en cours de finalisation tout ce qu'on met en place en action EAC et de manière peut-être un peu informelle ou non formalisée. C'est vrai qu'en vous écoutant, Catherine et Amandine, en fait, je me suis dit, mais en fait, nous, on a fait plein de choses depuis ces années-là et en fait, on l'a pas forcément formalisé ou voilà. Mais je pense notamment aussi, nous, on a travaillé avec nos collègues de l'environnement, la mobilité. Il y a un vrai enjeu sur notre territoire autour de des transitions, mais de la transition écologique aussi, avec la problématique du milieu rural aussi, du coup, avec un territoire chez nous qui est plutôt enclavé, du coup. Après, on a mené des projets qu'on voyait plutôt sous l'angle culturel, mais on s'est ouvert à la petite enfance en passant sur des projets aussi intergénérationnels avec des partenariats avec les EHPAD. Et effectivement, de tout ce que vous disiez, de travailler aussi avec les autres services. Nous, sur le premier PCT, il avait été aussi inscrit que l'EAC, ce n'était pas que les scolaires, même si dans les faits, c'est beaucoup ça chez nous, mais que c'était à tous les âges de la vie. Donc, on a expérimenté des choses et c'est beaucoup dans la discussion avec nos autres collègues des autres services. Et ça, c'est vrai que c'est très riche pour nous. Et c'est vrai que moi, je fais partie des équipes projets au niveau de la collectivité sur tout ce qui est attractivité, contractualisation, ces deux RTE, et le PCT en fait partie. Donc, ça nous permet aussi d'être en alerte sur, je vais vous citer au niveau de l'urbanisme, le PLUI, l'ORT, les dispositifs Petites Villes de demain. Sur la CTG, sur le contrat local de santé, par exemple. Tout ça, en fait, voilà, en étant en réunion avec les collègues, ça permet aussi de comprendre des choses. Et eux peuvent être en demande. Enfin, moi, ça m'arrive souvent d'avoir des collègues qui viennent voilà, dans mon bureau en me disant on a ça, on entend parler de ça, comment ça peut faire écho avec le service culturel. Mais c'est vrai que c'est pas encore fondamentalement formalisé dans le PCT. Donc, je pense que c'est aussi un des enjeux voilà, qui nous attend sur la rédaction de notre PCT. On a aussi, nous, un enjeu voilà, clairement sur la formation à la fois des élus et des équipes. Donc, voilà, c'est très, très riche et instructif ce que vous avez pu nous partager. Et puis, dans l'accompagnement qu'on a eu par le Lucas avec voilà, le diagnostic de territoire dans le cadre de
rédaction de notre futur nouveau PCT, on a fait participer les habitants, les acteurs culturels. Voilà, c'était une de notre demande, mais aussi une demande de nos élus et plus particulièrement de notre présidente. Et ça a globalement très bien fonctionné. Notamment les acteurs culturels se sont bien pris au jeu et on en retire voilà, des actions et avec des fiches d'actions assez concrètes qu'on va pouvoir pour certaines mettre en place assez rapidement. Et ça nous donne envie, nous, d'aller plus loin. Je pense par exemple à une demande des acteurs culturels, qui a été identifiée, c'est qu'il y avait une frontière entre l'action intercommunautaire et très politique et le travail et la relation des acteurs plutôt privés ou associatifs. Et le fait de les rencontrer là, dans le cadre du PCT, il y a des demandes qui émergent avec notamment des rencontres annuelles des acteurs culturels. Donc ça, c'est des choses qu'on va probablement essayer de mettre en place assez rapidement. Sur ce que vous avez dit aussi, d'être en alerte sur les compagnies, les collectifs impliqués, à la fois les compagnies aussi territoriales et locales. Je vous rejoins complètement sur le fait qu'il faut être en alerte aussi et à l'écoute de ce qui peut se passer sur le territoire. Donc ça, c'est vrai que le fait d'être aussi ancré depuis, pour ma part, un petit moment sur le territoire, ça permet aussi voilà, d'être repéré. Et de plus en plus, on a les compagnies qui viennent vers nous. On n'en a pas beaucoup non plus sur le territoire, mais que ce soit les acteurs ou voilà, les acteurs, les artistes, on va dire, qui ne sont pas formalisés en compagnie, mais qui finalement sont de plus en plus nombreux sur notre territoire. Et on essaye, alors on n'a pas encore travaillé avec tous, mais c'est vrai qu'on a travaillé avec beaucoup des musiciens sur voilà, des projets EAC, alors avec des scolaires, avec l'école d'enseignement artistique. Là, on met en place un projet avec une compagnie, avec un projet intergénérationnel sur une école, avec les familles et avec un EHPAD, par exemple. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et c'est vrai que ça va être aussi notre mission de peut-être le formaliser et de le faire rentrer dans les enjeux du PCT pour l'inscrire comme quelque chose qui doit être voilà, mis en place dans la durée. Et puis avec des problématiques aussi que nous, on rencontre, mais tu l'as un peu abordé, Amandine, sur ce qui a pu se passer pendant le Covid. Et c'est vrai que voilà, nous, notre premier PCT, il a été écrit avant le Covid. Donc il y avait plein d'objectifs, plein d'enjeux, et il y en a pas mal qu'on n'a pas pu voilà, tenir évidemment. Et on voit bien que à la fois le paysage culturel du territoire est en train de bouger, notamment avec des néo-ruraux qui arrivent sur le territoire et notamment des artistes, des compagnies. Donc ça rebat un peu les cartes. Et puis voilà, des enjeux avec les publics qui sont évidemment différents et qui nous questionnent, nous, sur nos pratiques. Donc, on a eu un accompagnement du Lucas sur la méthodologie participative et on voit bien qu'il faut qu'on continue notre formation aussi pour aller plus loin. Et voilà, ça nous donne envie d'aller plus loin et effectivement de formaliser les choses aussi pour que les élus s'emparent du sujet. Mais ça commence parce que là, notamment, pour donner un exemple, pour la saison qui arrive, on a un projet en lien de résidence participative avec les habitants, en lien avec notre service tourisme, mais aussi avec le service environnement du département via les espaces naturels sensibles, où il y a un projet voilà, d'aménagement d'un espace naturel sensible, avec dans un premier diagnostic de leur part des créations artistiques. Et donc, nous, on va mettre en place vraisemblablement une résidence qui va permettre de travailler avec les habitants, la population, pour collaborer en fait avec les habitants pour la rédaction du cahier des charges de ces œuvres. Donc c'est une nouveauté pour nous, mais on est accompagné voilà, par le département et par la DRAC pour ce projet-là. Donc on va voir aussi ce que ça peut produire, mais pour l'instant, effectivement, je vous rejoins, Catherine, Amandine, c'est un peu flou sur les livrables, donc c'est pas toujours facile de défendre ce type de projet, et en même temps, c'est super intéressant de travailler différemment et d'aller au-delà de la diffusion qui est assez ancrée et assez solide, et d'explorer d'autres champs. Je ne sais pas si ça suffit, Cédric. Ouais, c'est parfait.
Merci beaucoup Clémence. Du coup, on va s'en Merci. arrêter là. Il est 11h02. Du coup, on va pouvoir se libérer les uns les autres. Merci beaucoup Catherine. Merci beaucoup Amandine pour votre temps, pour cette présentation. Merci du coup Clémence aussi pour ce retour à chaud. C'est pas évident aussi de s'exprimer pour sa collectivité sur ce type d'enjeux en public. Merci à chacune et à chacun d'avoir suivi ce webinaire. C'est enregistré, donc il sera rediffusé et les pièces qui ont été évoquées ou présentées vous seront partagées à l'issue. Peut-être vous dire un petit mot quand même par rapport à celles et ceux qui voudraient aller plus loin. On a le podcast du Lucas qui est disponible. Vous pouvez aller sur lucasrecherche.fr, vous avez toutes les informations. Et il y a un podcast justement qui a été fait sur la question de l'urbanisme culturel du côté de Loire-Forêt Agglomération avec Carton Plein. Voilà, ça c'était juste une petite page de pub pour prolonger l'expérience de ce webinaire. On a un nouveau webinaire demain matin, oui, c'est une rentrée un peu chaude et bouillante pour nous. Demain matin, on parle des contrats territoires, enseignement artistique, c'est des contrats expérimentaux impulsés par la DRAC Île-de-France, donc c'est demain matin, au milieu de matinée. Regardez sur le site de Culture Co, j'ai perdu l'horaire en tête tout de suite. Voilà. Je vous souhaite une bonne matinée et à très vite pour un prochain webinaire. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.